Donc on va enchaîner avec la présentation suivante. Donc on accueille Amel Charleux, donc de l'Université de Montpellier, c'est ça. Et, pardon, c'est sur ma feuille, Loïc Hamelin de SNCF Réseau, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ils vont nous parler des fondations, parce qu'on connaît tous un peu les grandes fondations, typiquement Fondation Apache, Linux et autres associations. Mais on connaît moins les fondations qui sont centrées sur des métiers spécifiques. Donc ils vont nous faire découvrir un peu cet univers et ses particularités. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Loïc Hamelin, je suis directeur de programme à SNCF Réseau. Un programme qui s'appelle OSRD, Open Source Railway Designer. On en reparlera un petit peu après. Oui. Donc moi, je suis Amel Charleux, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Mes travaux de recherche portent notamment sur les communautés open source et tout ce qui a trait au modèle économique open source, mais aussi toute la partie relationnelle aussi. Donc les relations entre les différents acteurs de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un retour d'expérience sur le montage d'une fondation métier. Et donc, on va essayer de vous présenter quelles ont été les motivations initiales pour choisir ce modèle-là de fondation, avec les difficultés, les bénéfices, les avantages. Et puis, on aura une session d'échange s'il nous reste un peu de temps. Ouais, c'est pas une recette magique, hein. C'est juste un retour d'expérience, hein. Un modeste retour d'expérience. Je pense que j'ai croisé d'autres personnes qui ont créé des fondations aussi dans le salon, là, et je pense qu'ils ont une autre expérience. Nous, c'est modestement donc notre histoire qui a commencé il y a 4 ans quasiment. Voilà, donc à l'origine de cette histoire, c'est le logiciel open source qu'on a développé à SNCF Réseau. Donc pourquoi on a fait un logiciel open source? Tu viens avec moi? Ouais, tant pis. Non, parce qu'après, tu es devant l'écran. Donc nous, on avait besoin le besoin métier, c'est d'optimiser les investissements ferroviaires pour SNCF Réseau. Je prends un exemple simple que vous avez peut-être subi le week-end du 11 novembre, c'est la fermeture de la ligne Paris-Lyon pour le changement de signalisation. Parce qu'on avait besoin de passer de 13 trains par heure à 16 trains par heure. Et pour ça, il faut changer le système de signalisation. Ça va coûter en gros 600, 800 millions d'euros, on ne sait pas à peu près, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. La décision de changer de système de signalisation, elle est issue de simulations. Et jusqu'à maintenant, on utilisait des outils propriétaires, des boîtes noires. Et donc, on a besoin de garantir que le changement de signalisation va permettre d'apporter 3 trains supplémentaires par heure, parce que les revenus associés à ces 3 trains par heure vont payer tout ou partie des 600 ou 800 millions d'euros, qui, je rappelle, sont de l'argent public. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc, on a besoin d'optimiser nos investissements. On avait besoin de transparence vis-à-vis des commanditaires d'études et de simulations pour leur dire, bah voilà, on vous dit d'investir 800 millions d'euros parce que, et vous pouvez auditer toute la chaîne de décision. On avait besoin de standardiser aussi parce qu'on faisait appel à des partenaires qui simulent avec d'autres logiciels. Et donc, on a forcément des modèles de données un peu différents. On a des résultats différents. On a des algorithmes différents. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le cœur du réacteur du simulateur, là, c'est un calcul, ça s'appelle le calcul de marche, c'est un algorithme tout bête. On part de MA égale somme des forces, on intègre 2 fois, on a l'équation du mouvement du train. Ça, c'est de la physique de Newton, c'est de l'intégration numérique, c'est 300 ans d'existence. Il y a 0 secret industriel là-dessus. Et en fait, même à SNCF Réseau, on a 14 algorithmes différents qui font ce truc-là. Donc, on met des entrées dans une boîte noire et on a des résultats différents. Donc, on avait besoin de transparence pour comprendre ce qui se passait, de standardiser. Et évidemment, on a besoin de maîtriser nos coûts sur la partie IT. Donc, on avait plusieurs solutions qui s'offrent à nous pour répondre à ce besoin de simulation. C'était soit prendre les solutions propriétaires, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ça apporte, ça rassure. On a des gros logiciels qui sont utilisés par les Allemands, par les Suisses, donc ça doit être bien. Donc on va prendre le même. Ça nous coûte une blinde, clairement. Là, ce que je vais vous parler, c'est à peu près 1 million d'euros de licence par an. Donc, donc ça, c'était notre solution avant. On a eu le choix de l'open source. Il n'y avait rien qui existait en open source. Et on avait le choix de développer maison, mais garder les développements pour nous. Nous, on a fait le choix de l'open source. Pourquoi on a fait ce choix de l'open source? Je reste là pour l'instant. Pourquoi on a fait le choix de l'open source? Toutes les raisons de transparence et tout ça. Et en plus, on avait envie d'apporter un peu
de vertu au secteur ferroviaire, et notamment dans le domaine des logiciels, et se dire tous les logiciels du marché, ils partagent 80% des mêmes fonctionnalités ou des mêmes algorithmes. Ça ne sert à rien que chacun le redéveloppe dans ce coin, ça ne sert à rien qu'on nous vende de la physique de Newton qui a 300 ans. Donc on va le développer on va le développer nous-mêmes et on va le mettre en open source. Et ça va devenir le standard. On espère que ça va devenir le standard. Et donc pour ça, si tu veux intervenir, Amel, t'hésites pas. Et donc pour ça, faire en open source, c'est une chose, mais après, embarquer les autres mastodontes du secteur ferroviaire, nous on est SNCF, mais en Europe on n'est pas tout seul, il y a la Deutsche Bahn, il y a les Suisses, SBB, il y a les Italiens, les Espagnols, enfin vous les connaissez, il y a des grosses compagnies dans chaque pays européen. Et donc, moi, c'est ces gens-là qui m'intéressaient comme contributeurs principaux. Évidemment, je suis intéressé par le contributeur du développeur convaincu du logiciel libre, mais finalement, c'est pas ma principale cible dans l'open source, c'est vraiment les autres compagnies ferroviaires et se mettre d'accord sur une base commune de code et d'algorithmes. Et évidemment de modèles de données. Donc on a essayé de pousser au maximum le modèle open source. Et moi, il y a 5 ans, j'en connaissais pas grand-chose de l'open source, à part utiliser LibreOffice de temps en temps ou des choses comme ça. Mais j'ai essayé de pousser à notre cas métier. Ça veut dire quoi l'open source pour le ferroviaire? Et donc, je suis arrivé rapidement à la conclusion il faut qu'on fasse une fondation pour que le logiciel aille dans une zone neutre, pour que les autres compagnies ferroviaires européennes, par exemple, aient confiance, ce ne soit plus un logiciel SNCF Réseau, et que chacun puisse contribuer dans une zone neutre, on va dire, au milieu. Et puis, on a exploré les possibilités, et on est tombé, pas par hasard, c'est pas par hasard qu'on tombe sur Amel. Donc Amel, dont la spécialité est l'open source, elle vous l'a dit. Et donc Amel nous a aidé sur la réflexion à l'origine de cette fondation, et nous a convaincus que la meilleure solution, ce serait peut-être une fondation non pas centrée sur l'outil OSRD dont je vous ai parlé au début, mais plutôt sur le ferroviaire en général. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire en 2020, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. 2020. Et donc, alors, ce n'est pas la seule initiative, hein. Il y avait d'autres initiatives dans le groupe, dans le ferroviaire. Il y avait des réflexions d'autres personnes qui sont spécialisées dans le groupe SNCF et à la Deutsche Bahn pour rejoindre une fondation open source. Donc le choix était encore entre Fondation Eclipse, Fondation Linux, Fondation Apache. Il y avait aussi une réflexion à l'Union internationale des chemins de fer, de un espace ouvert pour faire du software dans le milieu du secteur ferroviaire. C'était écrit comme ça date de 2019. Donc dans ces années-là, dans ces moments-là, il y a des réflexions un peu partout qui pop, et nous, en fait, on arrive et on pousse et on a envie d'aller un peu plus loin. Et on a la chance d'avoir des partenaires clés, des gens on va aller chercher très haut dans l'organigramme des différents groupes et de se faire sponsoriser par ces personnes-là. Oui, donc on peut peut-être justement présenter finalement ça. Ce schéma représente finalement les problématiques auxquelles la Fondation Métier a permis de répondre. Il y avait vraiment un besoin technique, technologique, de développer des projets collectifs, vraiment sur du développement informatique. Donc créer un espace pour les développeurs, pour qu'ils puissent venir effectivement contribuer, enrichir. Mais il y avait surtout le besoin de fédérer d'autres acteurs du métier, de ne pas les exclure, de ne pas aller uniquement dans la technique pour pouvoir justement garder l'attention, garder l'intérêt du métier, de ne pas être simplement entre tech finalement, entre techos, qui maîtrisent un peu l'open source. Déjà l'open source en soi, dans une entreprise de cette taille-là, c'est pas forcément évident à pousser. Donc si en plus on s'enferme, on va dire dans un écosystème, ça peut être un peu compliqué pour créer finalement pour rassurer les autres acteurs du métier. Et donc c'était vraiment cet équilibre qui était recherché, et toutes les options ont été proposées, hein, toutes les options ont été considérées, et effectivement le choix s'est fait d'essayer de tenter l'aventure de la Fondation Métier pour être vraiment à cheval sur ces deux dimensions.
Alors, ça ne s'est pas fait sans difficulté, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça ne l'est toujours pas. Et donc, alors moi, voilà, j'ai assisté un peu aux choses au départ. Maintenant, je suis un peu moins impliquée, mais en tout cas, effectivement, au départ, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la négociation. Des négociations entre les différents acteurs qui étaient intéressés aussi bien au départ chez SNCF, puis après, quand ça s'est un petit peu plus ouvert, chez les autres acteurs. Il y a évidemment des coûts de gestion qu'il ne faut pas sous-estimer, même si dans ce cas-là, il y a eu effectivement le soutien évidemment des porteurs de projets, en l'occurrence la SNCF, mais aussi l'UIC qui a joué un rôle assez important avec un soutien administratif voilà, qui était considérable. Il y a évidemment des tensions entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs conceptions de l'open source, il y a plusieurs conceptions de ce qu'est une fondation, de ce à quoi sert une fondation, comment doit être gouvernée une fondation. Donc effectivement, quand on part finalement de rien, de from scratch, hein, et qu'on veut monter quelque chose de zéro, quelque chose de spécifique, eh bien, il y a toutes ces négociations, toutes ces discussions à mener. C'est très enrichissant, mais c'est aussi éprouvant. Tout le monde ne pense pas forcément la même chose. Le choix du modèle aussi, ça a été quelque chose qu'il a fallu explorer. Quel est le meilleur modèle, quel est le meilleur statut. Alors, c'était pas forcément... il y avait l'option de la loi 1901, il y avait d'autres options. Et puis, en cours de route, il y a des changements, c'est-à-dire que l'AISBL belge qui autorisait la nomination fondation, quand on a commencé à réfléchir, en cours de route, finalement, ça a changé. Aujourd'hui, des statuts AISBL n'ont plus le droit de se nommer fondation. Donc voilà, il y a des choix stratégiques qui sont faits au départ et puis en cours de route, le résultat change un peu. Mais voilà, il faut s'adapter, il faut être souple. La maîtrise des questions juridiques, ça a été aussi quelque chose d'assez important, évidemment. On embarque des gros acteurs qui ont effectivement des responsabilités et qui ne peuvent pas s'engager à la légère sur des fondations comme celle-ci. Donc il y a eu cette question de la maîtrise des questions juridiques qui était importante. Et puis la langue, parce que finalement, travailler avec des Allemands, bientôt peut-être des Marocains, peut-être d'autres langues encore. Bon, les Marocains encore ça va, ça parle français. C'est pas le meilleur exemple. Mais en tout cas, la barrière de la langue, pour se mettre d'accord, notamment sur des discussions théoriques de ce qu'est l'open source, alors là, voilà, il faut s'accrocher un petit peu. Donc voilà, des délais aussi, il faut avoir une réelle motivation et puis avoir en ligne de mire cet objectif d'espace commun, neutre, transparent, pour partager, collaborer et pouvoir avancer pour faire de l'innovation ouverte métier en embarquant vraiment les acteurs qui sont directement concernés. Juste pour donner un petit exemple, les statuts, on a mis un an peut-être à les écrire entre nous. Ça a passé au moins un an entre les différents services juridiques des différentes entreprises. Il fallait modifier la virgule, il fallait l'écrire en allemand, il fallait l'écrire en français. Enfin, voilà. Alors petit topo. Ouais, parce que là, on a parlé de ce qui s'est passé en 2020. Donc OSRD, le programme, il est en production, enfin le logiciel, il est en production à la SNCF. C'est le premier projet hébergé par la Fondation OpenRail qui a été créé donc en janvier, officiellement en janvier, depuis la première discussion qu'on a eue avec Amel en 2020. Donc on est arrivé à déposer les statuts et à publier. Alors c'est un décret royal, hein, rien que ça, pour la création de la ISBL, donc signé par, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est le roi des Belges. Donc on a une signature du roi des Belges. Donc l'association OpenRail a été créée en janvier avec les 4 membres fondateurs SNCF, DB, SBB et UIC. SNCF, c'est bon, Deutsche Bahn, les Allemands, SBB, les Suisses et l'Union internationale des chemins de fer. Nous ont rejoint le ministère des Transports norvégien, Infrabel, donc le gestionnaire d'infrastructures belge, une association qui s'appelle Flatland, qui fait de la recherche autour de l'apprentissage par renforcement, l'UIC, ça y est, et surtout les Marocains, premier pays non européen à nous rejoindre. Donc ça, c'est pas... Enfin, ça n'a pas été publié encore, ça date de la semaine dernière, je crois. Donc, ils seront membres d'ici le mois de janvier. Donc, OSRD, le premier projet hébergé, je l'ai dit, mais on a d'autres projets qui ont été hébergés depuis janvier. On est à 6 projets proposés par les différentes structures, les différentes compagnies ferroviaires.
Et on a réussi, je pense, une des premières collaborations open source du monde ferroviaire. C'est la connexion entre OSRD, le projet initial, et un outil qui a été mis en open source par les Suisses, qui s'appelle Nets Graphic Editor, qui complète parfaitement OSRD. Et donc, en fait, on a pris Nets Graph Editor, on l'a intégré à OSRD. Nous, de notre côté, on a gagné 2 ans de développement à peu près. Donc, on a montré que l'open source ferroviaire, ça marchait, et avec les Suisses, qui plus est. Et du côté suisse, nous, on développe des choses pour eux et pour nous. Et pour nous aussi, parce que tout ce qu'on développe pour eux, on va en bénéficier aussi en retour. Donc on a trouvé une coopération qui est gagnant-gagnant. La question tout de suite, est-ce que ça aurait été possible sans l'open source? Clairement, non. C'est sûr que non. Enfin, on ne serait pas arrivé, ou alors avec encore 2 ans, 3 ans, 5 ans de palabres. Là, avec l'open source, ça a été fait en 2 ou 3 mois, je crois, l'intégration. On a les nouveaux membres, et puis oui, la prochaine étape, c'est devant nous. Alors donc rapidement, pour faire un espèce de retour d'expérience sur notamment les bénéfices, parce que je vous ai présenté les difficultés, évidemment, qu'il ne faut pas sous-estimer. Néanmoins, il y a eu des bénéfices. Alors déjà, vous le voyez, la fondation fonctionne plutôt bien. Il y a des adhérents, il y a des membres du board, il y a notamment la dimension, on va dire, institutionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet entre simplement, enfin pas simplement, mais entre les porteurs de projets open source dans ces sociétés-là. C'est vraiment au niveau des directions qu'il y a un engagement vers l'open source finalement. Les membres du board, c'est tous les DSI des grands groupes ferroviaires. Voilà. C'est le CIO de SBB, c'est le Deputy CIO de SNCF, c'est le CIO de... qui encore, je ne sais plus. Enfin, c'est vraiment des porteurs à très haut niveau qui portent la fondation, l'association. Donc il y a des projets aussi. Et finalement, la fondation a permis cette visibilité accrue auprès des gens du métier, spécifiquement. Et non pas simplement auprès des développeurs qui seraient intéressés par les projets, par l'intérêt intellectuel des projets, le challenge, etc. Donc il y a vraiment le côté institutionnel qui est très, très important, une lisibilité aussi auprès de ces acteurs-là, puisqu'ils sont entre eux, finalement. Ils continuent à comprendre, ça permet de comprendre en tout cas quel est l'objectif finalement de la fondation, qu'elle est là pour servir finalement les intérêts de ces acteurs, acquérir une légitimité évidemment par la promotion des pratiques open source autour de ces populations qui initialement ne sont pas naturellement portées sur ces stratégies-là, évidemment. Alors l'autonomie, c'est un point important, notamment sur la structuration, en fonction de la configuration de l'industrie du rail. Donc là, le fait d'être autonome en quelque sorte, il y a eu énormément d'échanges, de discussions sur la manière de gouverner, sur la manière de se structurer, évidemment. Mais ça a été fait à la lumière des contraintes de l'industrie du rail. La propriété intellectuelle, ça a été aussi un des bénéfices de la fondation, puisqu'il y a une gestion finalement localisée, aussi bien des marques, le choix des licences, etc. Tout est fait au niveau de la fondation et de ceux qui ont amorcé ce projet-là. Ce qui amène aussi un capital confiance, je pense, qui est assez important. Quand on met des milliers d'euros, qu'on est Deutsche Bahn ou qu'on est, alors je ne sais pas comment s'appellent les Marocains. ONCF. ONCF, voilà. Effectivement, la question de la propriété intellectuelle, il y a des services juridiques derrière qui sont assez costauds. Et donc ça, c'est une question qui est soulevée. Et le fait que cette propriété intellectuelle soit autonome et gérée uniquement par les gens du métier, c'est un facteur assez important pour attirer ces personnes-là. Et enfin, je vous ai dit que ça coûtait, mais il y a notamment quand même une économie sur voilà, les coûts d'entrée que tout le monde ne peut pas forcément assumer par rapport au fait d'être porté par des fondations qu'on connaît. Donc finalement, le bénéfice vraiment principal, c'est qu'on a de l'open source par et pour le rail, par et pour les acteurs du rail, sans renier sur évidemment la dimension technique open source. Alors là, on vous a concocté, on a fait une espèce d'analyse des petits tips. Alors il y en a combien ? Les 6 étapes ou les 6 points de vigilance. Alors première chose, c'est quand même s'assurer du besoin métier.
d'avoir une fondation métier. Là, on avait un besoin particulier parce qu'on était sur un secteur particulier. Mais les fondations existantes qui peuvent porter des projets open source proprement techniques fonctionnent très bien. Il y a une force de frappe qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut vraiment considérer. Donc, s'assurer qu'il y a un besoin spécifique par rapport à l'industrie. S'appuyer sur un réseau. Là, effectivement, notamment l'UIC a été quand même assez importante dans le soutien à l'Union internationale des chemins de fer. Donc, elle regroupe voilà, au niveau mondial. Hein, c'est 200 membres. 200 membres. Et donc, OpenRail peut s'appuyer sur cette fondation pour se développer, pour faire sa promotion. Donc, finalement, OpenRail ne parle pas de rien, n'est pas isolé un peu dans l'espace, mais s'appuie aussi sur ce réseau-là qui est assez puissant et qui est un réseau métier à proprement parler. Alors, ne pas sous-estimer le travail administratif, notamment sur tout ce qui est rédaction, organisation des réunions de travail, compte rendu, etc. Donc, c'est assez lourd. Monter une fondation métier, donc c'est un marathon plutôt qu'un sprint, mais ça, je pense que vous l'avez compris, 2 ans et demi, voilà, il faut s'accrocher. Avoir un soutien légal, comme vous disiez Loïc, une fois que c'est rédigé, il faut quand même que ce soit vérifié, validé par les services juridiques. Et donc, c'est important de faire passer tous ces statuts et toutes ces négociations entre les mains du service juridique. Et enfin, ça, c'est ce qu'on a constaté un peu vers la fin, c'est qu'embarquer les décideurs, c'était vraiment la clé pour que ça puisse basculer sur quelque chose de plus institutionnel et pas être simplement un petit laboratoire isolé, anecdotique, mais que vraiment ça prenne à un niveau méta dans l'industrie. Il faut que les décideurs soient embarqués, il faut que ce soit eux qui signent les statuts, il faut que ce soit eux qui soient dans le board, même si ce n'est pas forcément eux qui sont à l'origine peut-être. Et eux qui font au quotidien, quoi. Comment ? Et eux qui font au quotidien. Alors, si possible aussi, que ce soit eux qui fassent au quotidien. Voilà. Merci pour... Ah non, hop, on a des choses... voilà. Donc OpenRail association et non plus fondation, hein. Merci la loi belge. J'ai joué à mettre des QR codes parce que ça manquait, je trouve. Et dessus, il y a le lien vers openrailassociation.org, il y a le lien vers le GitHub de OpenRail, il y a le lien vers le GitHub d'OSRD, parce que je vais faire de la pub aussi quand même. Et puis, le site de doc de OSRD. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions. Est-ce qu'on a tenu 22 minutes ? Oui. Est-ce que vous faites de la recherche et développement au sein de l'association ou est-ce que... Très bonne question. Est-ce qu'on fait de la recherche et développement au sein de l'association ? J'ai oublié qu'une des cibles que j'avais, moi, dans la création de l'association, c'était les chercheurs. Les chercheurs font des choses extraordinaires pour le ferroviaire, mais dans les laboratoires. Souvent avec des modèles qui ne sont pas adaptés à la mise en prod. Et ils pourraient apporter énormément de valeur. Donc l'idée, c'est aussi que cette association, elle est faite pour eux. Et on a un statut de membre associé, notamment pour les laboratoires de recherche. Il y en a 2 candidats sérieux là, qui vont sûrement nous rejoindre. Et c'est leur fournir à eux aussi des logiciels, un jour des données, parce que l'open data, ça viendra un jour même à la SNCF. Enfin, on en avait, mais on a tout fermé. Et donc leur fournir de quoi faire de la recherche sur des bases réelles et pas des trucs en chambre. Donc oui, les chercheurs, enfin, j'espère qu'on va arriver à les associer correctement. Qu'est-ce que vous avez vu qui marche bien pour convaincre les décideurs au-dessus pour convaincre les décideurs, oui. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour les impliquer ? Alors, il y a un peu de stratégie du fait accompli. Hein. Un peu, oui. C'est-à-dire que je pense que vous êtes arrivé avec un produit ficelé qui tenait la route, avec des projets qui étaient prêts à aller dans la fondation. Donc, il y avait déjà quand même des choses pour rassurer. Ensuite, Après, on a eu la chance d'avoir une personne qui s'appelle Daniela Gertom-Merkotten. C'est la CTO ouais, de Deutsche Bahn.
à qui on a pitché plusieurs fois l'open source et qui était convaincu et qui a poussé. Donc des fois, il faut juste trouver le point de levier, quoi. Et puis voilà, faut le trouver. Et nous, c'était Daniela, donc merci Daniela. Puis derrière, effectivement, ça suit, ça crée Oui, derrière, un ça effet de suit. mimétisme aussi. Oui, des questions peut-être un peu techniques, juridiques, mais pourquoi la ISBL par rapport à... Et quelles autres structures étaient en balance dans le choix de la structuration? Alors ce qu'on a regardé, c'est au niveau européen, notamment par rapport aux autres fondations qui sont en Europe, sous quel régime elles s'enregistraient. Et comme l'objectif, c'était aussi d'avoir cette neutralité, cette indépendance, on va dire cette autonomie, vraiment de créer un espace neutre. Le faire en France, ça aurait été un peu le faire, c'est la SNCF. Donc là, c'était le faire un peu pour l'Europe. Il y avait cette dimension-là. Donc voilà, un peu de ce qui se faisait déjà sur le terrain, plus cette dimension un peu stratégique de le faire pour que ce soit indépendant de la France et que ce soit quelque chose de plus ouvert. Je crois qu'au moment où on regardait, Eclipse Foundation, enfin la partie Europe, avait choisi le statut d'ISBL et bon, ça Oui, il y a en a beaucoup d'autres, influencé notre décision. Enfin, Oui, ouais. mais il y en a d'autres aussi. Oui, je crois que c'était là aussi. Ouais, j'avais éventuellement une question, vu que j'en profite. Je voulais savoir, les contributeurs aujourd'hui au projet, leurs droits d'auteur, ils les cèdent à la ISBL, en fait, c'est l'association qui va détenir les droits. C'est plus du tout les entreprises. Alors là, on a un DCO, ça répond à la question, ça ou pas? Mais là, je ne suis pas spécialiste de la question. Ouais, non. Mais je crois que ils signent quelque chose qui s'appelle DCO, c'est... Je ne sais plus. Alors, on n'a pas choisi le CLA, on a choisi le DCO, parce que le CLA, je ne sais pas quoi, mais DCO, c'était... Les développeurs préféraient DCO, donc on a pris DCO. Je crois que c'est les Allemands qui pourraient nous dire exactement pourquoi le choix est parti là-dessus. C'était pas mal orienté, Cornelius ouais. qui était Et en dans fait, cette partie-là. c'est juste par rapport. En fait, l'entreprise ne peut pas revendiquer. Je crois qu'il y a un truc comme ça. L'entreprise ne peut pas revendiquer le code qui a été fait par le développeur parce qu'il a signé un DCO. Enfin, mais on a fait en sorte que ni les entreprises, ni les développeurs, ni l'association soient floués, quoi. Enfin, je ne saurais pas t'expliquer en détail, hein. Je suis désolé, mais je ne maîtrise pas tout à ce niveau-là. Merci. Bon, bah parfait, je crois qu'on est dans les temps. S'il n'y a On pas est d'autres presque questions, dans on peut les arrêter. temps. Merci beaucoup. Merci.